Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, il y aura plusieurs choses. On va voir les calculs importants. Alors, qu'est-ce que j'entends par calcul important? Ça va être le taux d'endettement, savoir combien on peut emprunter. On va voir le scoring bancaire. Qu'est-ce qu'on a dans le scoring bancaire? Comment l'améliorer? Le dossier bancaire, quels sont les éléments à préparer? Comment pitcher son projet? On va prendre aussi un cas concret. On va prendre une étude de cas sur comment présenter son dossier en banque avec tous les chiffres clés que la banque veut connaître, etc. Et puis à la fin, on ira un peu plus loin avec des questions-réponses. Et puis on ira un peu plus loin. Bon, c'est toujours intéressant de rappeler les étapes d'un projet en immobilier. Alors, souvent, un projet immobilier, avant d'avoir vraiment les clés, il va se passer, je pense, 3 mois. 3 mois avant de trouver une pépite, de trouver une bonne affaire et d'avoir son premier compromis. Il va falloir au moins 2 semaines pour avoir le mindset d'investisseur, c'est-à-dire comprendre, se former sur l'immobilier locatif, parce que c'est pas évident, hein, tout le monde ne se lance pas là-dedans. Et je pense qu'il y a des mécanismes à comprendre, notamment l'effet de levier, l'emprunt, etc. Ensuite, il va falloir rechercher des biens et définir sa stratégie. Ça va de soi. Celui qui veut avoir une rente pour sa retraite, il ne va pas avoir les mêmes objectifs que quelqu'un qui a 20 ans, par exemple, et qui veut générer du cash flow à très haute rentabilité très rapidement pour peut-être se consacrer qu'à l'immobilier. Donc, ça ne va pas être les mêmes objectifs. Et en fonction de ça, les visites derrière vont se déclencher. Et il faut 3 mois pour dénicher des pépites. Alors, ça peut être beaucoup plus rapide, hein, ça dépend un peu de votre chance et de quel, en termes d'effort, comment vous allez vous y prendre. Et après, une fois que vous allez avoir trouvé la pépite, vous allez faire une offre et derrière signer un compromis, soit en agence, soit chez un notaire. Ensuite, vous allez chercher le financement et signer l'acte authentique. Alors, entre toutes ces étapes-là, il va peut-être s'écouler 7 mois. Il faut savoir qu'entre le moment où vous allez signer le compromis et le moment où vous allez être officiellement propriétaire, il va falloir ajouter entre 2 et 3 mois parce qu'il y a plein de documents à réunir, faire des diagnostics et surtout le droit de préemption de la mairie qui peut être un petit peu long. Une fois que vous allez être propriétaire, vous allez pouvoir débuter les travaux et après faire de la gestion locative. Donc, c'est pour ça que à partir du moment où vous allez commencer à vouloir investir dans l'immobilier et le moment où vous allez avoir vos premiers loyers qui vont tomber, il va peut-être s'écouler entre 7 et 10 mois. Donc, c'est important à l'avoir en tête parce que l'immobilier, c'est un marathon. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut aller à sa vitesse, on va dire, normale, mais surtout durer dans le temps parce que si vous mettez beaucoup d'efforts pendant 2 semaines et qu'après plus rien, ça va pas fonctionner. Alors, déjà, la première étape pour investir dans l'immobilier, c'est savoir combien on peut emprunter. Donc, comment on sait combien on peut emprunter? Alors, il y en a qui vont vous dire, allez voir votre banquier, ils vont vous dire combien vous allez pouvoir emprunter. C'est la mauvaise méthode parce que tout simplement, ça veut dire au banquier, bon, bah, je sais pas, je connais pas comment ça se calcule, j'ai aucune connaissance là-dedans, combien je peux avoir. Le banquier, il va vous donner la réponse très rapidement, certes, mais ça va vous bloquer pour deux choses. La première chose, c'est si vous avez un projet qui dépasse votre budget, il va vous dire, bah non, je comprends pas pourquoi vous venez avec ce projet-là, je vous ai dit que vous pouviez emprunter que 100 000 et vous m'apportez un projet à 120 000. Déjà, ça va bloquer. Et en plus de ça, eh bien, c'est comme si un boulanger, il va voir un autre boulanger et lui dit, bon, bah, tu mets quoi dans ta recette? Qu'est-ce que tu mets dedans? Est-ce que tu mets de la farine? S'il répond, ah bah, je sais pas, ça va pas le faire. C'est à peu près le même principe. Il faut se montrer qu'on est capable et qu'on a les connaissances. Donc, comment on calcule combien on peut emprunter? Bah, c'est assez simple. C'est ses revenus, moins les charges, multiplié par le taux d'endettement, multiplié par la durée de l'emprunt. Donc, par exemple, Pierre, il gagne 2000 euros net par mois, il a un loyer de 500 euros par mois. Eh bien, c'est assez simple. On fait 2000 fois 500, enfin, moins 500, multiplié par 33% d'endettement, multiplié par 12 mois, multiplié par 25 ans. C'est-à-dire que Pierre, il peut emprunter jusque 150 000 euros euh, au vu de ses revenus et de ses charges. Est-ce que vous avez compris un petit peu le calcul? Est-ce que pour vous, c'est clair? D'ailleurs, c'est intéressant ce que Martin dit. Quelles sont vos capacités d'endettement, enfin d'emprunt? Combien vous pouvez emprunter? Est-ce que ça vous paraît cohérent? Pourquoi 33%? Ça, c'est une question où on peut répondre maintenant. Eh bien, c'est la règle légale des 33% de taux d'endettement. C'est le HCSF, donc le Haut Conseil de stabilité financière, qui impose cette règle-là pour éviter des crises comme on a pu connaître lors des subprimes, par exemple.
où des personnes avaient 90% de taux d'endettement. Et forcément, derrière, quand il y a un souci de paiement, ils ne peuvent pas du tout rembourser. Et qui s'écroule derrière, eh bien, c'est tout l'empire immobilier et bancaire. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis ça. Ensuite, le deuxième calcul, c'est justement connaître son taux d'endettement. Il faut bien différencier combien je peux emprunter et quel est son taux d'endettement. Parce que le taux d'endettement, OK, on peut aller jusque 33% théoriquement. Maintenant, on peut toujours aller plus haut. Ça dépend en fait du reste à vivre et ça dépend de votre scoring bancaire. On va voir ça juste après. Alors, le taux d'endettement, c'est vos charges multipliées par 100 divisé par votre revenu. Prenons toujours Pierre, qui a 2000 euros de revenus et 500 euros de charges par mois. Donc, on fait 500 multiplié par 100 divisé par 2000. Donc, aujourd'hui, il a un taux d'endettement à 25%. Il faut savoir que le loyer, ce n'est pas considéré comme un taux d'endettement. Là, j'ai remplacé justement le mot loyer par charge parce que les charges, c'est par exemple un crédit, un autre crédit. Ça peut être un crédit sur une voiture, une résidence principale, peu importe. Mais en aucun cas, votre loyer ou vos dépenses courantes, ça vient imputer votre taux d'endettement. Ça peut imputer combien vous pouvez emprunter, mais pas votre taux d'endettement. Alors, au niveau donc des taux des crédits immobiliers, on va voir un petit peu. Donc là, on a un graphique qui montre en fait les taux pour des crédits immobiliers. Donc à partir du premier trimestre de l'année 2001 jusqu'au au dernier trimestre de l'année 2024. Donc vous pouvez voir que les taux en fait sont pas figés dans le temps, ils fluctuent et on a mis des flèches rouges donc sur le graphique avec une grosse écriture qui marquait bonnes affaires. Et on les a mis sur les points hauts. Et là la question c'est souvent on entend pas mal de personnes dans notre entourage nous dire ah mais attends un petit peu que les taux redescendent. Moi j'ai fait mon taux à 0,5% ou 2%. Il faut pas forcément écouter en fait ces personnes-là parce que c'est pas vrai. Je vais vous expliquer donc pourquoi on peut faire des bonnes affaires même en achetant avec un taux assez élevé. Donc la première raison, c'est qu'en fait quand les taux sont très hauts, bah forcément les gens sont plus frileux, donc il y a moins d'investisseurs. Donc le premier gros point positif quand on a des taux qui sont assez élevés, c'est le levier de négociation qu'on va pouvoir avoir au niveau donc de l'acheteur. C'est le calcul simple enfin, la loi de l'offre et de la demande. Si vous avez énormément d'offres mais très peu de demandes, vous allez pouvoir abaisser le prix. Et le deuxième, c'est qu'en fait le taux se renégocie dans le temps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, on est dans un pays assez chanceux sur ce point-là. C'est que on peut renégocier le taux, donc le taux de crédit immobilier à partir de 1% de fluctuation vers la baisse. Sachant que le gros point aussi, c'est que quand le taux immobilier augmente, le taux reste fixe quand vous avez fait un crédit. Donc, c'est vraiment que à l'avantage de l'acheteur d'avoir ce taux fixe. Donc, je vais vous expliquer avec un exemple pourquoi il est intéressant d'acheter avec un taux élevé. On va prendre un exemple. Vous êtes un investisseur, vous voulez faire un achat immobilier pour du locatif. Vous avez une enveloppe budgétaire de 200 000 euros. Le but, c'est de faire un crédit sur 25 ans. Donc, la première solution, euh, ça peut être donc, comme on l'a dit, d'emprunter avec un taux qui est assez faible. Donc, un peu comme la conjoncture il y a quelques années, les taux étaient très bas. Donc, à ce moment-là, on le voyait sur les marchés immobiliers, il y avait énormément de monde qui empruntait, forcément. Donc, c'était très difficile donc, de négocier les biens. Et même encore pire, c'est que même les prix avaient tendance à être gonflés de par le fait qu'il y avait énormément de monde sur le marché. Donc, si on réalise un emprunt de 200 000 euros sur 25 ans à 2%, on se retrouve avec un montant à rembourser à la banque qui est de 254 313 euros. Donc, dans le deuxième cas, on va prendre l'exemple d'un taux qui est beaucoup plus élevé. On peut passer la slide, Ouais, Alexandre, s'il te plaît. désolé, j'étais en train de Merci, répondre à Pierre. pas de souci. Donc, dans le deuxième cas, on va imaginer que
vous écoutez pas les personnes qui vous disent que le taux est trop élevé pour investir, mais que vous agissez maintenant. Le taux d'emprunt se trouve aux alentours des 5%. On est toujours avec notre emprunt immobilier, on va emprunter 200 000 euros. Sauf que là, le gros avantage, c'est que vous êtes sur un marché où vous avez un peu l'avantage en étant acheteur, parce que comme on l'expliquait tout à l'heure, il y a très peu de monde en face de vous. Donc vous entamez une négociation. Euh, vous arrivez, par exemple, dans cet exemple-là, à enlever 30 000 euros au prix d'achat. C'est pas du tout, ça peut paraître énorme, mais il faut savoir que c'est même possible, enfin c'est vraiment possible et c'est même assez fréquent des négociations de cette envergure. Donc on se retrouve avec du coup une enveloppe d'emprunt à 170 000 euros. Et si on fait du coup un taux d'emprunt à 5% sur 25 ans, on se retrouve avec une enveloppe à rembourser à la banque de 298 140 euros. Et là, vous me dites, bah, je paye plus cher. Donc pourquoi tu me dis ça? En fait, la petite subtilité, c'est que la plupart du temps, quand on achète à un taux élevé, un taux qui est très élevé, un peu comme à la bourse, si vous êtes dans une phase qui est très haute sur le marché, il y a beaucoup plus de chances que ça baisse. Et donc là, si je prends l'exemple d'un emprunt vers les années de 2007-2008, et ben en fait, quelques années après, 7 ans après, on se retrouvait avec des taux d'emprunt aux alentours de 2%. Ce qui ne veut pas dire que ça arrive toujours, on est d'accord, mais dans la plupart du temps, le marché est quand même assez cyclique et quand les taux sont très hauts, il y a moins de personnes et les taux rebaissent, etc., etc. Donc dans cette deuxième exemple, si on prend donc un taux d'emprunt sur 5% sur les 7 premières années et 2% sur de la 7e année jusqu'à la 25e, on se retrouve cette fois-ci donc avec un montant à rembourser à la banque de 237 624 euros. Et donc là, ça devient super intéressant parce que non seulement vous n'avez pas attendu que le marché soit forcément favorable pour un achat avec des taux bas, en plus de ça, vous avez eu une négociation à l'entrée et vous vous retrouvez avec un montant à rembourser à la banque qui est plus faible qu'au niveau des 2%. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux, on peut renégocier un petit peu quand on veut sur 25 ans. Par contre, le prix d'achat, bah, on peut le négocier qu'à C'est l'achat et ça. donc c'est qu'une fois. Et en fait, là, c'était pas pour vous faire peur et vous dire qu'il faut pas acheter quand les taux sont bas. C'est juste pour vous donner conscience, prendre conscience que en fait, on peut acheter à n'importe quel moment. Les bonnes affaires, il y en aura tout le temps. C'est ça. Juste, il y a beaucoup plus de marge de négociation quand bah, c'est toujours en fonction de l'offre et la demande, donc c'est toujours pareil. Exactement. Donc ensuite, on va vraiment, enfin, on va pas trop parler. Donc, mais une fois que vous avez entamé votre donc recherche, que vous faites votre étude de marché, votre étude de rentabilité, et que vous avez trouvé une opportunité, vraiment, on n'en parle pas ce soir parce que c'est vraiment trois gros points. Ça nécessiterait de faire un webinaire complet à part Il durait entière. 5 heures le webinaire. Ouais, c'est ça. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresserait, dites-le en commentaire. Mais, euh, mais donc du coup, on part du principe que vous avez trouvé une opportunité sur le marché immobilier et donc que vous avez un compromis qui est signé. Une fois qu'on a ce compromis signé, on arrive donc à l'étape de ce webinaire, enfin le titre de ce webinaire qui est comment obtenir son financement. Donc ce qu'il faut savoir globalement, c'est que si vous modifiez pas votre compromis de vente de base, on vous donne un mois. Globalement, c'est le délai qu'on accorde dans le papier. Donc c'est pas gravé dans le marbre. Il faut savoir que ça se négocie. Vous pouvez même faire un avenant qui rallonge ce délai d'un mois. Mais globalement, on considère que un mois, c'est suffisant pour aller obtenir un financement pour son bien immobilier. C'est pour ça qu'en général, il est rallongé à 3 mois, hein. Souvent c'est 3 mois. C'est ce que je vous expliquais au début, hein, sur l'échelle de temps. C'est qu'il faut, une fois que le Ouais, compromis est signé et que ça fait 3 mois que vous allez chercher quelque chose, bah, vous allez être propriétaire finalement que 3 mois après, avec notamment cette clause de financement. donc une fois donc, durant ce mois-ci, ce qu'il va falloir, c'est du coup aller présenter votre projet, aller le pitcher auprès des banques, et donc on va voir par la suite comment faire. D'ailleurs, quand vous allez présenter votre projet aux différentes banques, d'ailleurs, la première étape, c'est d'aller voir sa propre banque. Pas aller voir toutes les banques d'un coup, parce que si votre banque vous finance, pourquoi aller chercher ailleurs?
si vous avez déjà des conditions de financement qui sont largement favorables pour créer du lien et un partenariat de confiance. Donc, comment présenter son projet? Il y a différents points à adopter quand vous allez aller pitcher votre projet dans une banque. La première, donc, c'est forcément se préparer en amont. Comme le disait Alexandre tout à l'heure, quand on arrive même dans le monde de l'immobilier, que ce soit à la banque, devant un agent immobilier ou peu importe la personne que vous ayez en face, le but c'est un peu d'être préparé, de connaître son sujet. Quand on dit connaître son sujet, bah c'est savoir un petit peu de quoi on parle, avoir le jargon, donc que ce soit les leviers bancaires, les taux d'intérêt, etc. Il y a vraiment plein de sujets et il faut être un minimum formé. Également, connaître son marché. C'est hyper important de connaître son marché, savoir si on achète au bon prix, pourquoi on achète à ce prix-là. Et c'est des choses aussi que le banquier va lui-même comparer, donc c'est hyper important d'avoir fait son étude de marché avant. Et on verra un petit peu comment faire par la suite. Prendre confiance en soi. Je sais que c'est pas forcément évident, mais c'est primordial, surtout quand on essaye, en fait, là c'est pour un financement, mais ça revient un peu à vendre un projet, un produit, c'est exactement pareil. Là, vous allez devoir vous vendre et vendre un projet à votre banquier. Donc le but, c'est de le convaincre et de lui dire, voilà, ce que je suis en train de faire, dans le bien dans lequel je veux investir, faites-moi confiance, c'est du solide. Et donc c'est important de croire en son projet pour pouvoir pour, voilà, pour pouvoir bien le vendre. Être sérieux. Quand je dis être sérieux, c'est arriver avec enfin, un bon accoutrement, faire attention à comment on parle avec son banquier. Vous pouvez avoir un lien d'affinité, mais attention à pas non plus lui parler comme si c'était votre pote. Et également faire attention à ouais, c'est ça, en fait, à l'image que vous renvoyez, c'est hyper important. Et la dernière chose, c'est créer du lien. C'est hyper important, surtout en immobilier. C'est un peu un métier de réseau. Et donc, comme on le disait Alexandre tout à l'heure, privilégier en fait les personnes que vous connaissez, les premiers contacts que vous avez. Et c'est potentiellement des personnes que vous garderez hyper longtemps et avec qui vous pourrez faire un, voire 10 projets immobiliers. Donc, c'est important un peu de fidéliser les gens avec qui on travaille. C'est du donnant-donnant. Les gens aiment bien travailler avec. C'est naturel, hein, travailler avec des gens sérieux et qu'ils apprécient. Ouais, il y a plein d'exemples qui sont comme ça, hein. Si tu es au travail, par exemple, tu as deux collègues, et il y en a un qui vient te voir à chaque fois pour te donner du travail, mais en mode les petites merdes à faire, ah bah, tu vas pas forcément les traiter rapidement. Par contre, s'il y a quelqu'un qui te demande un super projet, un super truc, bah, forcément, tu vas y aller à fond dedans. Et c'est là où créer du lien, c'est utile. Ça peut être tout bête, C'est hein, mais ça. là, par exemple, c'est la nouvelle année. Bah, envoyer un petit mail ou appeler sa banquière et lui dire bah, meilleurs vœux, etc. C'est toujours utile. Ça prend 2 minutes et elle se souviendra de vous. Donc, on va donc voir les choses que vous pouvez négocier à la fin, une fois que vous avez présenté votre projet, il y a certains points qui est obligatoire, voire qui sont possibles de négocier lorsqu'on veut faire un emprunt immobilier. Donc, la première chose, c'est l'enveloppe d'emprunt. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler donc du levier bancaire. Là, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser le levier un maximum. Donc, à minima, on va financer du coup le prix du bien, mais ce qu'on va également chercher à avoir dans cette enveloppe d'emprunt, c'est également le budget pour réaliser les travaux. Euh, et on va dire un petit peu le Graal, vous avez peut-être déjà entendu le financement à 110%, c'est de aussi financer les frais d'agence et de notaire. Euh, D'agence quand il y en a, et notaire c'est obligatoire, mais du coup, on va essayer vraiment d'avoir toute cette enveloppe et emprunter la totalité de l'enveloppe pour avoir un financement complet et avoir un levier le plus important possible. La durée d'emprunt. La durée d'emprunt, bah, on va viser donc le maximum. Pourquoi? Bah, parce que ça va en fait réduire vos mensualités. Ça va vous permettre de soit dégager du cash flow, soit de devoir moins rembourser tous les mois. Et donc, faut savoir que le maximum, c'est 25 ans.
Les banques, par défaut, vous pousseront un petit peu à faire du 20 ans quand c'est pour du locatif, surtout si vous n'êtes pas propriétaire d'une résidence principale. Mais il faut savoir que c'est possible de faire des emprunts sur 25 ans et il faut pas hésiter à le demander et à pousser un petit peu la demande. Également, donc, un différé. Donc, le différé, ça va vous permettre, en fait, de reporter, soit partiellement, soit totalement, les échéances de remboursement, avec la banque. Donc pourquoi faire un différé? Bah, tout simplement parce que quand vous allez acheter par exemple un bien avec des travaux, l'objectif donc c'est de faire les travaux le plus vite possible. Mais en fait, pendant que vous faites ces travaux, forcément, vous n'avez pas de locataire. Donc, vous dégagez pas de revenus. Et donc, si vous remboursez tout de suite votre prêt, ça va vous créer en fait un déficit et vous allez devoir apporter de l'argent tous les mois. Le but du différé, c'est de soit donner moins d'argent tous les mois, donc en remboursant avec le différé partiel seulement les intérêts de l'emprunt, ou avec le différé total, ça vous permet de vraiment rien rembourser dans un premier temps. Et donc, ça vous laisse le temps donc de faire les travaux, de trouver un locataire et de commencer à générer des revenus pour pouvoir vous faire une petite enveloppe de cash, soit pour vous mettre à l'abri pour des travaux imprévus ou potentiellement un second projet immobilier. Donc, le différé peut aller jusqu'à 36 mois. On peut, par exemple, des fois demander négocier 24 et dans certaines banques, ils ont des clauses qui permettent de raccourcir ou de rallonger ce différé. Donc, mais on va toujours chercher à avoir un différé le plus long possible pour justement sécuriser votre investissement. Et enfin, le montant de l'apport. On va donc forcément chercher à donner un apport le plus faible possible. Le but, c'est pas de vider tous vos comptes en banque et pour faire votre premier bien immobilier. Euh, le- on, on va dire que l'objectif pourrait être d'apporter 0% du bien, mais je pense que ça, c'est un peu compliqué en ce moment, surtout si c'est un premier investissement pour vous. On va plutôt chercher à viser les 10% d'apport. En plus de ça, ça peut donner un peu confiance à votre banquier en disant, bah voilà, moi je suis prêt à mettre un petit peu d'argent sur la table, je crois en mon projet, et donc on vise les 10% d'apport. Ouais, c'est ça, ça montre aussi l'engagement, hein. C'est ça, ouais. Donc c'est pour ça que on considère que 10% c'est un petit peu mieux que zéro, surtout dans la conjoncture actuelle. Donc il y a d'autres choses que vous pouvez négocier qui sont à nos yeux moins importants que les premiers que je viens de vous présenter. Donc le premier c'est donc l'IRA, donc les indemnisations de remboursement anticipé. Donc ce qu'il faut savoir c'est que si vous avez le projet donc d'acheter faire de la rénovation et revendre tout de suite, ou même acheter et revendre tout de suite un bien immobilier. Si vous remboursez donc votre prêt avant la date d'échéance qui était prévue, vous pouvez avoir des indemnités de remboursement. Donc c'est quelque chose qui se négocie. Souvent ils sont quand même assez faibles, mais si c'est votre projet, ça peut être intéressant pour vous d'aller les négocier et les banquiers sont pas fermés à ces négociations. Le taux, on en a parlé tout à l'heure, mais du coup, les taux se renégocient. Même donc sur le graphique de tout à l'heure, on avait des valeurs fixes, mais il faut savoir que les banques, si vous êtes un bon client, si vous avez une bonne relation avec votre banquier, il faut savoir que le taux c'est un indicateur, mais il peut être revu à la hausse ou à la baisse en fonction de qui est en face du banquier. Ouais, du scoring bancaire, hein, tout simplement. Exactement. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs du scoring bancaire. Et également, donc, faire appel à un courtier, ça peut être quelque chose qui est intéressant. On met tout le temps en fait dans le compromis de vente d'aller voir minimum trois banques, mais on peut aussi mettre deux banques et un courtier. Donc un courtier. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un courtier, donc c'est une personne qui a souvent un très gros réseau qui est très proche en fait des organismes financiers, donc des banques, et qui va être en fait qui connaît très bien le système bancaire et qui va être capable en fait d'aller négocier pour vous en fonction de votre profil et votre projet, d'aller chercher les meilleurs taux et les meilleurs justement avantages possibles avec tout ce qu'on vient de dire auparavant. C'est un choix, parce que forcément le courtier prend une commission si vous réalisez une opération avec lui.
C'est pour ça qu'aller le solliciter, ça peut être intéressant parce qu'il peut vous donner un avis, en fait, un espèce de devis gratuit sur votre projet. Mais faut savoir que ça existe et ça peut être intéressant parfois d'aller, certes, lâcher une commission de quelques pourcents, mais derrière, il peut en fait aller vous chercher énormément d'avantages et en fait, d'augmenter votre retour sur investissement. Ouais, c'est ça, en fait, ça dépend de vous. Si vous êtes une personnalité où vous aimez bien négocier, vous aimez bien faire les choses vous-même, bah, pourquoi pas ne pas passer par un courtier. Par contre, si vous êtes quelqu'un d'assez réservé et que vous avez du mal euh, de négocier tout simplement et que bah, vous pouvez passer par un courtier. Après, pour un premier achat, je pense que aller voir un courtier, c'est un peu dommage parce que bah, vous n'allez pas vous former à aller voir les banques, à aller négocier. Je pense que c'est assez formateur de le faire soi-même. Mais après, c'est un choix à chacun. Les courtiers ne vont pas forcément vous faire avoir le meilleur taux. Vous pouvez très bien aller voir une banque. D'ailleurs, c'est ce que je crois, Martin, toi, il t'est arrivé. Tu as vu un courtier, tu avais Ouais, déjà ton offre de prêt. Et finalement, le courtier, quand il a vu l'offre que Martin avait eue, il a dit tout de suite, ah bah non, je pourrais pas avoir mieux. Donc, en fait, c'est c'est pas ça. parce que vous avez un courtier que vous allez avoir le meilleur taux, que vous allez avoir les meilleures conditions. Ça veut rien dire. Et donc enfin, on répète l'opération dans plusieurs banques. On conseille à minima de faire 3 banques. Pourquoi? Pourquoi 3? Donc la première, bah, forcément, vous privilégiez votre banque entre guillemets familiale. Vous allez aller voir votre banquier, vous faire une proposition. Le deuxième, en fait, purement à titre comparatif, vous avez au moins 2 choix possibles et vous allez pouvoir voir s'il y a une différence. Et le troisième va vous permettre de voir en fait plus entre guillemets, on va dire une certaine moyenne. Si par exemple, je prends un exemple, vous avez votre banque qui vous propose, on va dire un taux à 3%. Vous allez voir une deuxième banque qui vous propose un taux à 5%. Bah, si vous allez voir une troisième banque qui vous propose un taux à 3,5, vous allez vous dire, OK, bon, 5%, c'était le mec qui était quand même hyper haut, entre guillemets, sur le marché. Donc, vous allez plutôt faire un choix entre les 3 ou 3% et demi en fonction des avantages qu'il y a à côté. Donc, voilà un petit peu. On va maintenant parler du scoring bancaire. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà un petit peu entendu parler du scoring bancaire. Et en fait, il faut savoir que c'est présent dans absolument tous les organismes bancaires. Et en fait, le scoring bancaire, bah, globalement, ça va être un peu une note sur vous, donc le client bancaire, mais aussi en fait un petit peu sur le projet en lui-même. Donc, c'est les deux parties que le banquier va analyser quand vous allez présenter votre projet. Hop. Donc ouais, restez bien jusqu'à la fin parce que du coup on vous a préparé donc un petit fichier Excel qui permet en fait de simplement calculer votre scoring bancaire. Donc c'est pas un fichier qui est hyper poussé, mais globalement vous allez pouvoir voir en fait les différents points sur lesquels vous pouvez travailler pour améliorer votre score en banque et donc potentiellement avoir des meilleurs taux ou pouvoir débloquer des enveloppes plus grosses lors de vos projets. Donc, globalement, la banque, quand elle va en fait vouloir mettre sa note, analyser votre projet, elle va regarder trois choses. Surtout au niveau du projet. Enfin là, on parle du projet, hein. Il y a trois choses que la banque va regarder. Donc la première chose, c'est le prix du loyer. Pourquoi le prix du loyer? Parce que en fait, ça va être hyper important de voir à combien vous pourrez louer votre bien en fonction de la surface, en fonction du nombre de pièces, en fonction de la ville, du secteur géographique. Il y a plein de paramètres. Mais de voir, en fait, de faire une estimation des revenus que vous allez pouvoir générer avec votre bien. Faut savoir que des fois, il se complique pas la tâche. La banque va simplement demander, en fait, que vous lui fournissiez une estimation qui est soit fournie soit par le notaire, soit par l'agent immobilier euh, pour estimer en fait les revenus de votre bien. La deuxième chose que la banque va regarder, donc, c'est l'enveloppe travaux. Pour pas trop prendre de risques, on va dire que la banque va en fait regarder si votre enveloppe travaux
représente pas un trop gros pourcentage de votre investissement et de votre enveloppe totale. On parle souvent entre, donc on va dire, moins de 30% de budget travaux sur l'enveloppe totale. On va dire que c'est un projet qui est plutôt, qui est très, très, très sécuritaire. Entre 30 et 50, la banque trouve que c'est raisonnable. Ça peut être donc plus sur des projets où vous allez faire de la rénovation un peu plus importante. Et enfin, au-dessus de 50%, la banque va quand même jeter une analyse un peu plus approfondie parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un gros budget qui est alloué aux travaux et donc pour la banque potentiellement un gros risque, surtout si vous n'êtes pas bien entouré ou si le projet n'est pas bien préparé. Enfin, le dernier point, c'est du coup le prix du marché. Pourquoi? Parce que bah, en fait, la banque va regarder également, c'est bien beau de parler donc d'un achat, mais aussi si demain la banque doit, ou même si vous voulez revendre votre bien, bah, en fait, à combien on pourrait revendre le bien avec ou sans rénovation. Et donc, c'est un peu le facteur de sortie de la banque, parce que si, bon, si ça se passe mal, mais normalement, si vous regardez les vidéos d'Alexandre et vous suivez ce webinaire, il n'y a pas de raison. Mais en gros, la banque va se dire, bon, bah voilà, on peut revendre le bien à ce prix-là, donc nous, entre guillemets, c'est assez sécuritaire pour nous, mais aussi pour potentiellement voir si, par la suite, vous, si l'opération se passe bien, quelle plus-value vous allez pouvoir dégager à la fin. Donc ensuite, on va passer au niveau de votre profil, de la notation un peu plus sur la personne. Donc la première chose, c'est donc soigner ses comptes bancaires, parce qu'en fait donc souvent c'est même toujours demandé dans les dossiers d'emprunt, on va vous demander en fait vos relevés de compte. Et là, bah en fait les banquiers vont un petit peu étudier comment vous dépensez, euh, un peu dans quel on va dire domaine vous dépensez. Donc forcément, il y a des choses que les banquiers adorent si vous investissez. Euh, ça va être entre guillemets vraiment les green flags, donc vraiment les points positifs. Par contre, à l'inverse, s'ils voient que entre guillemets vous dépensez beaucoup au casino ou en jeu à gratter, il y a certains points qui peuvent faire baisser votre note et faut être conscient. Ça veut pas dire il faut se priver et investir 80% et après manger, plus manger et plus boire, mais il faut savoir que ça existe et faut savoir en fait soigner ses comptes. Également soigner sa situation. Ça peut paraître un peu radical, mais en fait, bah, la banque adore, par exemple, si vous avez un CDI, si vous êtes marié. Euh, donc il y a plein de choses qui peuvent faire évoluer votre notation bancaire. Et faut savoir que bah, ça existe et que ça peut vous mettre en avantage. On en a parlé tout à l'heure donc dans les comptes, mais donc du coup épargner. Plus vous allez épargner, plus en fait pour le banquier il voit ça comme un gage de confiance. Donc c'est pareil, c'est un très bon point. Privilégier aussi l'épargne avec des virements programmés. Ça veut pas dire qu'il faut pas rajouter par-dessus, mais les virements programmés, les banques aiment ça parce qu'en fait, ils voient que vous êtes entre guillemets organisé et que vous savez tous les mois combien vous pouvez épargner. Soigner son attitude, bah, forcément, si quand vous présentez un projet ou même quand vous avez rendez-vous dans votre banque, on fait attention, un peu comme tout à l'heure, on fait attention à l'image qu'on renvoie. Et un peu comme tout à l'heure, donc faire plaisir aux banquiers, que ce soit dans la manière de présenter votre projet. Si vous faites ça bien, si vous êtes souriant, si vous prenez le temps de discuter, voilà, c'est bien aussi de parler de vos projets, mais vous pouvez aussi parler un peu plus globalement, juste s'intéresser en fait à la personne, mais juste sociabiliser, c'est aussi un plus. Et il faut savoir que quand vous présentez des projets ou même que vous faites des rendez-vous, vous avez aussi en fait une petite note en fait qui vous dit bon bah voilà l'entretien s'est très bien passé ou à l'inverse si vous êtes un peu désagréable, vous avez été un peu impoli avec la personne en face, le banquier peut dire bon bah cette personne-là elle est un peu on lui met une note un peu plus basse qu'elle est un petit peu voilà un petit peu négative. Et donc au niveau donc de la préparation de votre dossier quand vous allez rencontrer votre banquier, que vous avez bien pitché votre projet, à la fin en fait il faudra avoir donc, lui préparer un dossier,
donc avec il y a plein de papiers. On vous a préparé une petite liste de tous les documents qu'on peut mettre dans un dossier bancaire pour un emprunt. À savoir que la liste, elle n'est pas exhaustive. Certaines banques demandent des documents en plus ou en moins, ça dépend vraiment. Et donc le gros point qu'on veut souligner ici, donc, c'est d'arriver avec un dossier complet. Toujours dans une optique de sérieux et de montrer que Un pro, quoi. vous êtes voilà, professionnel. Bah, si vous arrivez avec un dossier complet, la personne en face de vous va se dire, OK, le mec connaît son sujet, il a un projet béton, en plus son dossier est déjà complet, on va pouvoir le lancer tout de suite. Donc pour lui, c'est des points positifs. Pour vous aussi, parce que ça montre votre sérieux et vous allez gagner du temps. Parce que si vous arrivez que bon, voilà, votre projet est prêt, mais que votre dossier n'est pas complet, c'est-à-dire que la banque va vous réclamer les documents, donc vous allez les préparer, vous allez renvoyer un dossier. La plupart du temps, ils oublient certaines pièces. C'est pas tout le temps, mais parfois ça arrive. Et donc des fois, cet échange de quel document manque pour constituer le dossier, ça peut vous faire perdre des semaines qui sont parfois précieuses pour l'obtention de votre prêt. Donc ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, restez bien à la fin, on vous a préparé une petite liste de documents. Et donc, on va passer à l'étude de cas. Ouais, restez jusqu'à la fin, il y aura la template de présentation, on vous mettra tout avec toutes les listes, le scoring bancaire et tous les éléments qui vous seront utiles pour aller chercher vos futurs financements. Donc, on va prendre l'exemple de Pierre. Euh, donc, Pierre, donc, il a une situation où il est célibataire, un crédit en cours, bon, 29 ans, et on va voir un petit peu comment on peut présenter son dossier. Donc souvent vous présentez, voilà, vous mettez une petite photo. Si vous investissez avec un conjoint, une conjointe, vous pouvez donc également la présenter. On va mettre donc du coup, on va faire on peut présenter du coup la situation professionnelle. Donc entre guillemets, vous faites une petite présentation de vous, ce que vous faites dans la vie, où vous êtes employé, le type de contrat. On le disait tout à l'heure, le CDI, c'est vraiment un gros avantage. Donc si vous êtes en CDI, n'hésitez pas à le mettre en avant. Mettre ses revenus euh, et potentiellement si vous avez donc des avantages ou des statuts particuliers. On met en avant en fait donc du coup les revenus mensuels nets pour permettre aux banquiers donc de voir en un coup d'œil combien vous avez, enfin combien vous gagnez tous les mois. Donc dans la seconde slide, on affiche donc les dépenses. Vous pouvez plus ou moins détailler cette slide en fonction de ce que vous avez envie de montrer ou justement un petit peu de cacher. Des fois, ça peut être, on va dire, on va pas montrer qu'on dépense trop, mais voilà, on peut en fait créer un petit tableau des dépenses mensuelles que vous avez. Ça sert à rien de mettre que vous allez acheter je Baguette sais de pas, pain. ouais, voilà, une baguette ou une souris d'ordi à 30 euros sur Amazon. Là, on va vraiment en fait classer les grosses dépenses cycliques. Donc que ce soit au niveau de l'habitation, pour l'alimentation, on met un budget, ce que vous dépensez à peu près, vous pensez dépenser par mois. Si vous voulez vous allouer un budget loisirs, vacances, vous pouvez. Mais globalement, là, le but, c'est de montrer aux banquiers que vous connaissez vos dépenses mensuelles, vous savez combien vous dépensez. Et donc, à la fin, de dire, bon, voilà, je gagne 2000, je dépense 1100 par mois, donc je sais que ma capacité d'épargne est de 900 euros par mois. Ensuite, donc, vous continuez votre présentation. Et une fois donc vous avez présenté tout ça, vous allez présenter un petit peu la zone où vous allez investir. Donc, on commence souvent par la ville ou le quartier. Donc, en fonction de la taille de là où du secteur où vous investissez. On peut mettre du coup donc en avant les infrastructures, donc s'il y a des gares, des cinémas, tout ce qui va faire vivre un petit peu la ville et qui va la rendre attractive. Vous pouvez aussi mettre en avant si vous avez des pôles d'entreprise, des zones industrielles. Donc là, dans l'exemple, on investit dans la ville de Bourges, donc il y a MBDA, Enedis, Vinci, globalement une zone, enfin une ville avec un énorme pôle industriel.
Et donc, il faut que vous le mettiez en avant parce que c'est un facteur qui peut faire monter en fait le prix enfin, de la ville et même de vos revenus locatifs. Également, le tourisme, selon donc la stratégie que vous adoptez, le tourisme aura plus ou moins d'importance, mais c'est toujours bien des fois de souligner les projets, même au-delà du tourisme, en fait, les projets qui sont mis en place par la ville. Vous pouvez aller voir, donc souvent les villes qui sont assez grosses ont un site internet et mettre un petit peu en fait les grosses nouveautés que la ville entreprend. Et si la ville a beaucoup de projets, bah, c'est une ville qui est en bonne santé et qui a de fortes chances de d'augmenter d'augmenter en volume et en prix. Donc on continue un petit peu sur la présentation de la ville. On peut présenter donc des chiffres comme la démographie. Euh, donc voilà, si vous avez une ville avec un nombre d'habitants qui augmente, c'est en fait très bon signe. C'est très bon signe. On va à minima regarder donc dans l'étude les villes qui sont avec une démographie croissante ou du moins assez stable. Donc là on voit que c'est relativement stable. Les chiffres qui peuvent être intéressants à présenter aussi, donc c'est le pourcentage de locataires que vous avez dans la ville. Forcément, parce que si vous faites du locatif dans une ville où tout le monde est propriétaire, bah forcément ça décrédibilise un peu votre projet. À l'inverse, il y a pas mal de villes où en fait le pourcentage de locataires est supérieur à 50%. Donc ça, c'est un très bon indicateur pour montrer que votre projet est viable dans cette ville. Également, le pourcentage de répartition maison ou appartement. Pourquoi cet indicateur? Bah, parce que si vous avez par exemple un appartement dans une petite ville de campagne où en fait tout le monde recherche des maisons, ça peut être bien, comme ça peut être en fait quelque chose qui est pas du tout recherché. Donc, il faut présenter les chiffres toujours à votre avantage, mais globalement c'est ce genre de chiffres que vous pouvez présenter. Également un tensiomètre locatif. Donc globalement qui vous permet en fait d'indiquer donc tout ça c'est fait à base de données qui sont collectées mais qui vont pouvoir vous donner la difficulté ou non de trouver une location. Donc forcément bah, si vous êtes dans une ville où c'est très difficile de trouver une location, bah, c'est très avantageux pour vous parce que vous allez proposer un produit qui est entre guillemets rare. Et également le budget des locataires, bah ça c'est un petit peu un indicateur pour dire à quel montant mensuel je vais placer mon bien. Ouais, le tensiomètre locatif, c'est intéressant, c'est plutôt pas mal, mais il faut toujours vérifier par le terrain. Et pour vérifier le terrain, Ouais, c'est c'est faire ça. des annonces fictives. Voilà, vous allez sur le Bon Coin, vous téléchargez 3-4 photos, que ce soit, je sais pas moi, une chambre, une cuisine, une salle de bain. Et vous mettez une annonce par rapport à ce que vous voulez acheter. Je sais pas moi, si vous voulez acheter un studio, bah, vous mettez les photos en rapport avec des meubles, etc. Vous mettez le loyer que vous voulez pratiquer pour être rentable sur votre projet. Et si vous avez de la demande, bah, c'est là où bingo, bah, s'il y a de la demande, c'est la clé parce que l'immobilier locatif, bah, ce qui est intéressant, c'est justement l'aspect locatif. Et donc, ça passe par l'attention locative. Donc ensuite, une fois donc que vous avez présenté un petit peu la ville et ses atouts, parce qu'en fait vraiment le but là de toutes ces diapos, c'est de montrer en fait la force et que vous avez bien vous avez trouvé un bien qui est bien placé, rentable, etc. Donc on va vraiment zoomer un petit peu sur la carte et aller un petit peu plus loin dans l'étude de marché. On va s'intéresser plutôt vraiment là où vous avez trouvé votre bien. Vous voyez avec là on a des cartes qui sont issues de certains sites qu'on donnera tout à l'heure, mais en fait où vous pouvez en un coup d'œil voir les quartiers, voire même dans les grandes villes les rues qui sont en fait les plus enfin sollicités, les plus avec un prix au mètre carré qui est hyper élevé, le plus élevé de la vie. Et donc, bah là, on va montrer en fait globalement sur cette slide que bah voilà notre point vert, il est super bien placé, il est à proximité des quartiers qui se louent, on va dire le mieux, et également donc on peut placer donc des petites icônes pour expliquer bon voilà à tel endroit il y a la mairie, à tel endroit il y a les métros, à tel endroit il y a les stations de bus, etc., etc. pour vraiment montrer que
votre quartier est hyper attractif et que vous savez que vous aurez aucun mal à trouver des locataires. Ah, ce qui est sûr, c'est que l'immobilier, on dit souvent l'emplacement, 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 Ouais, mais c'est vrai, c'est important d'y revenir là-dessus, c'est que là, on n'a même pas encore parlé du bien immobilier. Pour le moment, on a fait juste l'étude de marché qu'on présente à la banque. Parce que, bon, souvent, vous allez aller chercher des banques de proximité, donc des personnes qui sont peut-être même déjà de Bourges, mais qui n'ont pas conscience de tous ces chiffres-là. Et donc ça, c'est toujours important de le rappeler et ça montre aussi votre sérieux et que vous n'avez pas fait bon, moi, je vais investir à Bourges parce que j'habite à Bourges. Non, non, parce qu'il y a une vraie recherche derrière, parce que c'est vraiment la ville qui est intéressante et que vous ciblez. ouais, exactement. On présente pas forcément un bien, on présente un projet dans sa globalité et toutes les actions, elles sont réfléchies et calculées. Donc là, c'est seulement maintenant qu'on va parler du projet. Donc là, par exemple, vous mettez une petite photo de votre immeuble là, pour le coup, ou de votre appartement. Mettez l'adresse, la superficie, le DPE, c'est important de le préciser, le prix d'achat avec les frais d'agence et le prix négocié. Ça montre aussi que vous savez négocier et que voilà, le prix est plus bas grâce à ce que vous avez pu mettre en place. Pour rentrer dans le détail, pour que le banquier puisse se projeter, parce que c'est pas évident de se projeter à travers des images, il faut mettre des plans. Ça va permettre au banquier de tout de suite s'imaginer. Donc là, par exemple, c'est la porte d'entrée qui est ici. Et donc après, vous avez la salle de bain, cuisine, chambre, avec surtout les surfaces. Voilà, premier logement, 37 mètres carrés. Boum, comme ça, on sait tout de suite les surfaces du logement. Pareil, vous mettez des photos pour que le banquier puisse se projeter. Là, vous mettez des photos du logement. Vous mettez aussi les travaux que vous allez entreprendre. L'idée, c'est peut-être d'avoir déjà fait une visite avec un artisan qui va chiffrer grosso modo les travaux. Est-ce qu'il y en a pour 10 000? Est-ce qu'il y en a pour 50 000? Ça, c'est important de le faire. Donc là, par exemple, pour ce bien-là, il y a une isolation thermique extérieure, rénovation des sols, murs, électricité, cuisine à refaire, salle de bain à refaire, pose faux plafond, luminaire. Bon, comme on peut le voir sur les photos, il y a quasiment tout qui est à refaire, mais c'est pas mal parce que ça crée du déficit foncier, ça permet d'acheter des biens moins chers et surtout de créer une plus-value lors de la revente. Donc là, voilà, vous mettez le budget, etc. Et ça, ce qui est important, c'est de projeter le banquier sur le projet, sur ce que vous allez faire. Donc là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la chambre, il y avait 17 mètres carrés de surface. Bien, l'idée, c'est peut-être de casser cette cloison, de faire une chambre que de 10 mètres carrés et de faire un espace cuisine-salon ouvert. Pareil, l'entrée, elle fait 8 mètres carrés. Bon, bah, peut-être que l'idée, c'est de casser, d'abattre cette cloison et de faire un espace un peu plus grand. Pareil, la salle de bain, est-ce qu'elle est au bon endroit? Voilà, il y a des choses à donner, à réfléchir. Même vous pouvez même faire des visuels de à quoi va rendre le logement. Ça peut toujours être intéressant, par exemple, de faire un plan 3D avec un lit, un canapé, une cuisine rénovée, etc. Euh, Là, sur le plan, c'est pas le cas, mais on aurait même pu rajouter les ouvertures. Où est-ce qu'il y a des fenêtres, etc. Pareil, donc là, il y a deux logements dans ce petit immeuble. Donc vous faites pareil, vous mettez le plan des surfaces. Là, je vais juste revenir dessus. Par exemple, là, sur ce logement-là, il n'y a qu'une chambre, il y a un grand séjour. Pareil, hein, vous mettez les mêmes photos, enveloppe travaux, etc. Ce que vous allez faire. Pareil, ITE, radiateur à changer, travaux de rénovation, cuisine à refaire, salle de bain, pose un faux plafond. En fait, sur ce genre de bien, ce qui est super, c'est que c'est sain. On voit tout de suite qu'il n'y a pas de grosses œuvres à faire. Souvent, quand vous avez, c'est assez marrant, mais pour dénicher les bonnes affaires, vous regardez un peu la déco. Quand vous voyez des choses un peu comme ça, d'époque, souvent c'est des vieilles bâtisses et qui ne bougent pas et des bâtisses où il ne s'y est pas passé grand-chose. Et là, vous allez pouvoir négocier les prix et trouver des bonnes affaires. Pareil, hein, vous expliquez le projet. Ce qui s'est passé tout à l'heure, je vous ai montré avec une chambre. Ah bah là, l'idée du projet, c'est peut-être de cloisonner le séjour et faire deux chambres. Et là, votre rentabilité, elle explose. Pareil, vous cassez les cloisons, vous faites un grand salon, salle à manger, faites deux chambres, etc., etc. C'est important de donner aussi votre valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous allez apporter au projet? Vous pouvez juste mettre le plan de, voilà, ça c'est le plan actuel. Bon, bah ok, super, mais qu'est-ce que vous allez faire derrière? Est-ce que vous allez augmenter votre rentabilité en créant deux chambres? Est-ce que vous allez faire des bureaux? Est-ce que, voilà, il y a des choses à mettre sur votre projet. Faites là juste avec cette slide-là, vous montrez au banquier, bon bah voilà, aujourd'hui vous avez un bien avec une seule chambre. Boum, moi j'apporte deux chambres. Bah voilà, peut-être qu'aujourd'hui ça se louait à une personne ou un couple. Voilà, ce sera peut-être un couple avec des enfants. Bah voilà, donc c'est aussi ça la valeur ajoutée que vous allez proposer.
Le banquier, lui, il investit sur vous, bien sûr, mais aussi sur le projet. Donc, c'est important de montrer les atouts du projet. Donc, après, vous faites un petit résumé. Voilà, les surfaces, les travaux, le loyer, les loyers que vous allez pratiquer après les travaux. Comme ça donne tout de suite un aperçu, un résumé. Bon, bah, voilà, il y a 75 000 euros de travaux et il y aura potentiellement 1350 euros de loyer derrière. On va rentrer au plus important. L'immobilier, c'est avant tout des chiffres. Clairement, si vous avez les bons chiffres un peu partout, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper parce que l'immobilier, c'est vrai que ça peut faire peur. C'est des gros montants. C'est tout de suite des travaux à 30, 40 000 euros. C'est 4, 5, 6 mois de travaux. Ça peut faire peur, mais c'est que des chiffres. Si vous avez 1000 euros de loyer et 600 euros de remboursement de crédit, bah, mathématiquement, c'est intéressant. Enfin voilà, je pense qu'il y a des choses assez faciles à comprendre. Donc là, le prix du bien, donc on est sur 85 000 euros, frais de notaire 7 500, travaux 75 000, donc enveloppe totale 167 000. En termes de loyer mensuel, on serait à 1150 euros pour les deux appartements. Il faut toujours prendre les pires chiffres. J'aurais pu prendre 1350 euros, mais montrez au banquier que vous êtes rentable avec les pires chiffres. Et comme ça, le jour où ce sera loué, eh ben, vous serez encore plus rentable et le banquier se dira, ah ouais, c'était pas mal. Ce qui est intéressant, Ça c'est... montre aussi, Oui. pardon Alexandre, Non, vas-y, non. ça montre que vous avez pris en compte déjà le risque, parce que le banquier, lui, en fait, son analyse, elle va surtout se porter sur le risque que votre projet a comparé à, euh, à ce que vous allez apporter. Donc, si c'est un projet qui est hyper risqué pour au final rapporter très peu, bah, il va se dire c'est pas forcément le meilleur projet. Alors que là, si vous lui montrez que voilà, j'ai un projet qui est rentable, alors que j'ai analysé le risque et j'ai pris une marge de sécurité sur ce risque, il va se dire le mec a pensé à tout quoi. Donc, moi, les chiffres que je regarde souvent quand je me lance dans une affaire, c'est rentabilité brute. Ok, je suis au-dessus de 8%, pourquoi pas, on va aller voir plus loin. La rentabilité nette, je vous avoue que je la regarde très rarement. Moi, ce que je regarde surtout, c'est le cash flow. Le cash flow, c'est la trésorerie à la fin du mois qui va vous rester. Parce que vous pouvez avoir un rendement à 8%, mais avoir moins de 200 euros de cash mensuel. Donc, c'est-à-dire que vous allez devoir faire un effort d'épargne tous les mois de 200 euros. Et ça, c'est pas intéressant. Et donc, aujourd'hui, par exemple, sur ce bien-là, toutes les charges, on a 600 euros de charges, 1150 euros de loyer, on pourrait se dire, on a 555 euros qui tombent dans la poche. Et alors qu'on a un cash flow de 210 euros. Bah oui, parce qu'il faut prendre en compte les impôts, la taxe foncière, toutes les charges qu'il peut y avoir au niveau annexe. Et c'est pour ça que le cash flow est plus bas que le résultat net que vous pourrez avoir tous les mois. Parce qu'il faut provisionner les impôts, par exemple. Toujours faire un résumé, un petit résumé de, voilà, ok, ça, c'est aujourd'hui les prix moyens à Bourges. Prix moyen du mètre carré d'une maison, 1667 euros. Alors là, c'est toujours pareil, c'est des prix moyens. 1100 euros du mètre carré, ça va être les logements indécents, où il y a du gros œuvre à faire, il y a tout à refaire. 2200 euros, on sera peut-être sur des logements neufs. Donc là, coût d'acquisition par mètre carré avec le logement rénové, on est à 1840 euros. En fait, on sera toujours soit dans la fourchette haute, soit dans la fourchette. Pour quelle raison? Pas parce qu'on refait un logement quand même tout neuf. Certes, la structure est là depuis longtemps, mais le logement à l'intérieur sera neuf. Donc on n'est pas aux alentours des 2200 euros, c'est important, mais on est en dessous. Et donc là, on est sur un prix qui est totalement cohérent de ce qui se fait sur Bourges. Pareil, les loyers. Il faut regarder, ok, loyer pour un appartement. Bon, bah voilà, on est à 11,40 € de loyer par mètre carré. Nous, on est à 12,64 €, mais c'est toujours pareil. C'est un logement neuf qui va être rénové. Le DPE, il sera plus en G, il sera certainement en D ou en E. Il y en a, pareil, les logements neufs, 18,30 €. On est largement dans la moyenne haute, certes, mais comme ce sera rénové, on sera totalement cohérent. Ça, c'est important. Ça permet tout de suite au banquier de se dire, OK, là, on est dans la norme, on est sur un projet qui générera certainement une plus-value. Puis après, faut demander au banquier ce que vous voulez. OK, bon, bah, je veux que vous me financiez tous mes travaux. Je veux que vous me financiez le prix du bien. Et puis moi, je vais mettre 7 000 € d'apport pour financer les frais de notaire. Faut que vous mettiez ce que vous avez envie d'avoir ici. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Durée d'emprunt 25 ans, c'est toujours ce qu'il faut demander dans la plupart des cas pour avoir du cash flow. Forcément, au moins vous allez avoir de durée d'emprunt. Certes, vous allez avoir des intérêts qui seront plus bas, mais vous allez rembourser plus tous les mois. Et donc, votre cash flow, il sera certainement négatif.
Et ce qui est problématique, parce que sans cash flow, vous n'avez pas généré de trésorerie pour enchaîner les investissements, premièrement. Et en plus de ça, eh bien, vos loyers ne vont pas couvrir votre emprunt. Et quand vous allez vouloir réinvestir, votre taux d'endettement sera beaucoup trop haut. Parce que les banques prennent entre 70 et 80% de vos loyers. Donc il faut essayer de faire en sorte que 70 à 80% de vos loyers couvrent totalement l'emprunt mensuel. Après, vous faites un différé. Martin l'a bien expliqué tout à l'heure. Et pareil, les IRA, vous pouvez les demander, c'est toujours un plus. Surtout quand vous êtes au début de vos investissements. Souvent, les premiers biens, vous allez les garder peut-être 1, 2, 3 années, le temps de déduire le déficit foncier et de revendre derrière, générer du cash et racheter plus gros. Ça peut être intéressant de les avoir dans la poche. Voilà, là, je vous ai mis l'annexe du simulateur qu'on a utilisé. Donc, comme je vous ai dit, pour le cash flow, on n'est qu'à 209 euros parce que derrière, on a pris en compte la taxe foncière, l'assurance PNO du logement, donc propriétaire non occupant. On a pris en compte les intérêts, etc., etc. Alors ça, c'est les outils utiles que vous pouvez utiliser lorsque vous allez préparer votre dossier pour avoir votre financement. Pour la recherche de biens locatifs, bah forcément, vous avez Castorus. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un super outil qui répertorie la plupart des annonces avec la durée, depuis combien de temps ils sont là, si le prix a évolué, etc. Moteur Imo, qui est à peu près la même chose que Castorus, sauf que Moteur Imo prend en compte les annonces Le Bon Coin. Donc Moteur Imo est un petit peu meilleur, même s'il n'y a pas toutes les infos. Donc le mieux, c'est de combiner les deux. Et puis après, vous avez Le Bon Coin, vous mettez par exemple vos recherches et vous les enregistrez comme ça tous les jours. Vous allez peut-être avoir des mails ou des notifications pour avoir les affaires en temps réel. Vous avez aussi un simulateur. Bon, vous en avez un peu partout des simulateurs. Vous pouvez aller sur Internet. Vous trouverez des simulateurs de rendement. Pour faire des plans, ce que je vous ai montré rapidement, vous avez Cozy Casa, personnellement, que j'utilise. C'est le logiciel de Leroy Merlin, qui est très efficace. Vous avez d'autres logiciels comme Home by Me. Donc voilà, il y en a plusieurs. Et puis après, pour les données, les datas, toutes les informations que vous allez pouvoir trouver, vous avez ChatGPT qui peut être utile pour aller chercher les infos assez rapidement. Vous avez l'INSEE, forcément, qui est l'institut qui recense toutes les statistiques. Vous pouvez aller sur Se Loger pour les prix au mètre carré, pour les loyers pratiqués. Vous pouvez aller sur Meilleur Agent. Meilleur Agent, c'est toutes les cartes interactives qu'on a pu vous montrer. C'était sur Meilleur Agent et il y avait toutes les informations. Vous avez l'iBox qui est payant, mais en format gratuit, vous avez aussi pas mal d'informations, pas mal de choses complémentaires qui pourront Ouais. vous aider. Notamment certains des graphes que vous avez pu voir dans la template sont extraits de l'iBox, donc de la version gratuite. Ça peut permettre en fait d'avoir des graphiques un peu sympas et comme ça pour pouvoir le présenter assez rapidement. Bon, en tout cas, le replay, il sera dispo. Je l'enverrai par mail à ceux qui étaient présents aujourd'hui. Et sinon, bah, je pense on est plutôt pas mal. Merci à vous d'être encore là jusque la fin. Ça fait Si jamais vous plaisir. avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou même par mail. On pourra tout à fait vous répondre. Bah, écoutez, bah, bonne soirée tout le monde. Et puis peut-être à très vite.